place au parti pris. Vous restez tous les trois autour de la table et c'est vous qui commencez route votre parti pris politique sur cette petite phrase de l'ex-premier ministre sénégalais, aujourd'hui président de l'Assemblée nationale, Ousmane Sonko, à propos de l'équipe de France de foot, donc ex-premier ministre au Sénégal. Tout à fait. Donc on lui pose la question Sénégal-France, pour qui êtes-vous ? Et il lâche cette petite phrase qui vous fait dire non. Ousmane Sonko ne nous divisera pas. De quoi s'agit-il ? J'ai envie de dire, au secours, les identitaires de toutes les tendances sont de retour et l'objet de leur fantasme, eh bien, c'est l'équipe de France. Alors oui, l'équipe tricolore va affronter ce soir le Sénégal. Et j'insiste, c'est l'équipe des joueurs français. Pourquoi est-ce qu'il faut s'inquiéter ? Parce que l'ex-premier ministre Ousmane Sonko, donc vous venez de parler, charismatique, aujourd'hui président de l'Assemblée, a eu cette phrase très commentée et je vous propose d'écouter tout de suite. Je pense que le Sénégal va gagner. Je le souhaite en tout cas comme tous les Sénégalais. Dans tous les cas, ce n'est qu'un match de football. Mais pour avoir une lecture politique de ce match, quel que soit le vainqueur, c'est l'Afrique qui aura battu l'Afrique. Et ça me ramène à une des questions dans les relations entre la France et l'Afrique. Alors voilà, c'est une interview d'RFI et France 24. C'est l'Afrique qui aura battu l'Afrique. De toute façon, c'est l'Afrique qui gagnera ce soir. Donc il évoque les origines Exactement. de certains joueurs de l'équipe de France. Voilà, et donc c'est une forme de la revanche des anciens colonisés africains sur la France qui se déroulera ce soir parce que de toute façon ils gagneront. Bon, alors là-dessus, moi j'ai un peu de mal parce que j'ai envie de dire qu'il est tout à fait normal d'être fier de ses racines, de ses parents, de sa culture d'origine, mais qui est une beauté du modèle français, c'est que d'où que vous soyez, quand vous avez le passeport français, vous avez la chance d'être français. Donc d'avoir reçu une formation en France, d'avoir été sélectionné en France, en l'occurrence les joueurs, d'avoir gagné des trophées en France. Et en l'occurrence, certains des joueurs, ils ont choisi de retourner jouer dans les pays d'origine. Ce soir, dans l'équipe du Sénégal, il y a 10 joueurs qui sont nés en France. Et ceux-là, il y en a qui sont allés au Maroc, dans l'équipe marocaine, ils sont allés dans l'équipe ivoirienne. Zinedine Zidane jouait sous le maillot français. Son fils, Lucas Zidane, qui va faire ses grands débuts, gardien de but de l'Algérie. Exactement. C'est tout à fait un droit. Mais c'est pas le cas des Bleus qui vont jouer ce soir. Ce soir, ils ont choisi de jouer sous le maillot tricolore. Donc, ils sont français. Et ils sont nés en France, parfois présents même depuis 3 générations. Non, mince. Je suis tombée dans le piège. Je ne voulais pas tomber dans ce piège. C'est celui-là. C'est ce jeu-là dans lequel on veut nous emmener. Je ne veux pas. C'est-à-dire aller chercher les origines et aller chercher de qui vous êtes et quand vous êtes arrivé, comment... Non. En même temps, Ruth, c'est beau les origines. Et comment renier les origines ? Je ne vais pas vous dire le contraire. Je ne vais pas vous dire le contraire. Voilà Je ne vais pas vous dire le contraire. On est plusieurs ici à être nés à l'étranger. Exactement. Ce qui est moins beau, c'est d'en faire l'essentiel, c'est-à-dire d'essentialiser. Exactement. C'est pour ça que je ne veux pas aller chercher. Et je vais vous dire, sur les réseaux sociaux, il y a des haters, ceux qui détestent un peu, ceux qui font un peu de haine, qui sèment la haine, qui s'amusent à mettre des drapeaux des pays d'origine sur les visages des joueurs en ce moment. Alors c'est pour ça, si vous voulez bien, moi je ne ferai pas la liste des joueurs de ce soir. Et je ne vous dirai pas les origines de chacun. C'est un choix délibéré avec Charlotte Sauvager pour vous parler de l'équipe des Français. Alors, l'essentialisation, elle me choque parce qu'elle vient de ce camp décolonial, mais elle me choque aussi parce qu'elle vient aussi de l'extrême droite. Et on retrouve cette tenaille infernale. Mais non, mais je vais vous dire, c'est un cadeau pour l'extrême droite. C'est ça le problème. C'est qu'elle nourrit l'extrême droite. Parce que si vous voulez savoir, Éric Zemmour, par exemple, le 3 juin dernier, il n'y a pas longtemps, il a dénoncé un football français globalement devenu, selon lui, un espace où la jeunesse arabo-musulmane a chassé les petits blancs. Et il parle de l'équipe de France en des termes en parlant disant qu'elle ne représente pas la réalité de la France. Donc, l'un se nourrit l'autre. Et Éric Zemmour, il était admirateur de l'équipe de 82. On dirait qu'il a oublié que se côtoyaient déjà des origines maliennes, italiennes, algériennes et bien d'autres. Alors, c'est dans un article de la Dépêche du Midi qui rappelle que de Copa à Zidane, l'équipe de France n'a jamais été homogène et qu'elle raconte l'histoire d'un pays fait de déplacements, d'intégration, de tensions et de réussite. C'est vrai, les immigrations ont évolué, c'est vrai aussi. Elles sont aujourd'hui plus africaines et maghrébines
qu'européenne, c'est vrai. Et à condition que la laïcité soit totalement respectée, notamment dans les petits clubs de foot, on doit se féliciter que ce sport reste la même vitrine d'un ascenseur social qui ne fonctionne pas aussi bien dans d'autres métiers au secteur de la société. Comme il a fonctionné dans le passé pour des immigrés polonais, espagnols ou portugais, il fonctionne aujourd'hui pour des immigrés d'origine africaine, français, et qui sont français. Eh bien, tant mieux. Mais ils sont français aujourd'hui. Et vous voyez d'un coup, ceux qui revendiquent l'africanité avant la nationalité française, comme ceux qui voient dans l'origine ou la religion du joueur avant sa nationalité, tous les deux ourdissent le même projet. Cliver, diviser et oublier quelque chose de fondamental. C'est qu'arriver en équipe de France, c'est pas un privilège, mais d'abord le résultat du talent et du travail. Donc, c'est d'abord par ses qualités qu'on est là et qu'on est français. Alors, c'est mon confrère du Point, Saïd Maran, qui le dit brillamment dans un papier. En France, nous sommes une terre d'assimilation. Et un joueur noir est d'abord un joueur français et ne représente aucune autre communauté que la communauté nationale. Mais c'est vrai que c'est une vieille histoire, parce que notre modèle républicain français, il est particulièrement incompris et même régulièrement critiqué à l'étranger. En 2018, la vedette de l'émission américaine Daily Show, Trevor Noah, avait félicité, je cite, l'Afrique pour la victoire de l'équipe de France. Et Gérard Haraud, qui était notre ambassadeur à Washington à l'époque, avait très bien répondu à mon avis, puisqu'il avait dit, en qualifiant d'équipe africaine, même sous forme de plaisanterie, cela légitime l'idéologie qui revendique le fait d'être blanc comme la seule définition de l'identité française. Et c'est le choc du modèle universaliste que nous avons et du modèle communautariste américain. La question est la même aujourd'hui. Un identitarisme qui nourrit l'autre et vice-versa. Alors moi je dis résistons-y, applaudissons les Bleus, mais restons bien sûr fair-play avec tous leurs adversaires. François ? Le lien avec le débat précédent est manifeste. C'est vrai que sur ces questions d'identité française, entendues comme vous et Saïd Maran, c'est-à-dire creuset de l'assimilation, et puis de laïcité, sont des notions malmenées. Difficile à expliquer, peu comprise et surtout critiquée de plus en plus, et comme vous l'avez dit très finement, de part et d'autre. Parce que finalement, les deux critiques, celle de notre responsable politique sénégalais et puis celle de l'extrême droite, sont les mêmes. Et c'est là où finalement, la question que je me pose, mais ça nous occuperait probablement dans les 3 heures à venir, c'est quels sont les bons arguments pour résister à ça, à cette puissance-là, face à la concurrence, évidemment, du modèle communautariste, face aussi à la puissance de la revendication identitaire. Il la donne. Les joueurs de l'équipe de France, ils chantent la Marseillaise, ils ont choisi le maillot, et ils la donnent, la réponse, moi, je trouve. Ils la donnent. Cette équipe, en l'occurrence, celle de 2026, en l'occurrence, elle la donne. Christian. Il ne faut pas laisser ses origines, aussi sacrées que ce soit à l'intérieur de chaque individu, devenir la ligne de son destin. Et encore moins quand il s'agit de l'échelon national. Chacun peut avoir ses origines, chacun doit respecter celles de l'autre, mais ça ne peut pas être une affirmation au détriment de ce que nous avons en commun. L'essentiel, c'est l'appartenance commune. C'est pas l'appartenance individuelle ou familiale ou communautaire ou religieuse. Elle est sacrée et défendue par les textes et les lois. Vive la République et vive la France. Mais il faut quand même se méfier énormément du discours de celui qui est celui d'Ousmane Sonko. Je suis pas surpris parce qu'on connaît ses positions très anti-françaises, mais il fait d'un sujet non conflictuel. Alors, il dit c'est du football, il faut lui reconnaître. Oui, c'est assez hypocrite. Il fait d'un sujet qui devrait être non conflictuel un sujet conflictuel. C'est pas le travail d'un homme de paix. François, votre parti pris économique, vous nous parlez d'une incroyable prime à 300 000 € chez Samsung. Oui, en fait, d'un effet papillon incroyable qui frappe une région qui s'appelle Hwaseong, qui est près de Séoul, en Corée du Sud, où on connaît depuis quelques semaines un boom économique extraordinaire. Augmentation des ventes dans les grands magasins, plus 25%. Croissance du prix de l'immobilier, 30%, la plupart des acheteurs payant en cash.
doublement des importations de voitures étrangères qui sont les plus chères, et même les communes concernées justement par cette région ont vu un supplément d'impôt sur le revenu, c'est communal en Corée, de l'ordre de 50% de leur budget. Et derrière ça, vous l'avez dit, ce sont des primes de l'ordre de 300 000 € qui ont été versées aux ouvriers de 2 groupes informatiques, Samsung et SK Hynix, qui fabriquent tous deux des cartes électroniques, des cartes de mémoire électronique destinées au data center et plus largement à tout matériel informatique. Le prix de ces cartes a littéralement explosé parce que la demande est incroyable. Il y a des centaines de milliards de dollars qui sont investis par les géants de la tech, évidemment tous ceux qu'on connaît, les Google et autres, mais aussi les nouveaux venus, les Anthropic dont on parlait hier, ou bien OpenAI, etc., pour ne pas parler des sociétés d'Elon Musk, qui investissent massivement dans le matériel de façon à équiper le pays d'une puissance de calcul qui permettra de faire tourner les modèles d'intelligence artificielle. Et à la base, il y a ces cartes informatiques qui étaient des éléments relativement banals et qui ont soufflé le chiffre d'affaires des entreprises concernées. Samsung, l'année dernière, c'est près de 200 milliards de dollars de bénéfices, David, de bénéfices. Grâce à ces cartes principales. Oui, parce que Samsung fait des tas d'autres choses, des frigidaires, etc., de l'électroménager, où c'est une activité beaucoup plus conventionnelle et avec des profitabilités qui sont beaucoup plus ordinaires. Mais sur cette partie cartes informatiques, c'est véritablement l'Eldorado, parce que justement, il y a cette demande de l'IA. Et alors, les syndicats de Samsung ont obtenu, au terme d'un bras de fer social assez dur, que 10% des profits de l'entreprise soient reversés sous forme de primes individuelles pour les 10 ans qui viennent, parce qu'on prévoit que ce boom va durer, il y a une pénurie de fabrication, et ça vaut aussi pour l'autre société SK Hynix dont je parlais tout à l'heure. Donc c'est le partage de la valeur, comme on dit absolument, scientifiquement. Absolument, c'est là où je voulais vous emmener. Alors, pour être honnête, les actionnaires n'ont pas été oubliés. Il y a de gigantesques programmes de rachat d'actions qui vont faire qu'ils vont récupérer une partie très importante de ces bénéfices. Mais comparons avec nos débats français, d'ailleurs. Quand Total fait 5 milliards de profits par trimestre, la classe politique s'enflamme en disant comment est-ce qu'on peut lui piquer. Samsung fait plus de 30 milliards de profits par trimestre, donc c'est bien davantage. Et effectivement, là, ce sont les salariés qui ont obtenu le gain de cause. En fait, cette histoire illustre bien le déferlement de richesses sur quelques entreprises, qui se trouvent être justement le cœur de l'écosystème de l'intelligence artificielle. Samsung renouvelle la problématique de la distribution de cette richesse, justement en acceptant que les salariés en profitent. Et son initiative croise les réflexions de plusieurs économistes de premier plan qui disent « Attention, l'IA va générer tellement de richesses, ça va être tellement concentré qu'il nous faut repenser la fiscalité et notamment la fiscalité du patrimoine. Faute de quoi, nous arriverons dans une société qui ne tiendra pas, dont le lien social... À cause des inégalités tout en haut phénoménales. On parlait là encore d'Elon Musk et de ses 1100 milliards de fortune personnelle. Même Donald Trump, il y a 2 jours, a déclaré, à propos des géants de la tech, il va falloir qu'ils trouvent un moyen de redistribuer leur argent à l'américain ordinaire. Et il projette de convoquer les 15 patrons des plus grandes entreprises pour leur dire, les amis, comment comptez-vous faire ? OpenAI, qui est une autre société de l'intelligence artificielle, projette, elle, de mettre sur pied un fonds de participation pour redistribuer une partie des bénéfices, même à ceux qui n'auraient pas investi en bourse. Donc vous voyez que ça bouillonne. Alors évidemment, les cyniques y verront la manœuvre des grands patrons qui légitiment leur fortune et leur puissance, 90% de leur qui jettent par-dessus bord quelques miettes aux poissons et qui, sur le bateau, vont faire continuer la fête. Reste que ce sont des problèmes qui vont probablement s'imposer dans le débat et qui sont tout à fait inattendus, qui pourraient amener justement des modifications sensibles de la fiscalité. Incroyable. Christian, votre parti pris international, vous suivez les débats au G7 et vous dites, il est de bon ton de décrier le G7, ces grands sommets, Oui, le G7 est encore utile. Pourquoi ? Eh bien, je vais le défendre parce qu'il faut d'abord faire un petit travail de mémoire. Vous vous souvenez du premier choc pétrolier en 1973, le grand choc pétrolier. N'est-on pas, nous aussi, aujourd'hui, confrontés à quelque chose de comparable ? Donc, avoir un sommet qui a été créé
pour la première fois en 1975, qui réplique à ça. Par un Français qui s'appelle Valéry Giscard d'Estaing. Valéry Giscard d'Estaing qui a eu une idée assez géniale à l'époque. Il y a une conjonction astrale qui se produit. En 3 mois, le président américain change, le président français change et le chancelier allemand change. Ça devient Helmut Schmidt, que Giscard connaissait préalablement. Et Giscard lance l'idée à la Martinique en 1974 d'un sommet bilatéral entre Ford et lui, et il pose en maillot de bain dans une piscine. C'était du jamais vu, voilà, on voit la photo. C'était du jamais vu. Pas de diplomate, pas de Sherpa, même pas de papier. On est là, dans le plus simple appareil, ou presque. Oui. Bon. Et ça, très Giscard. Très Giscard. Et là, il lance l'idée pour l'année prochaine, disent-ils, donc en 1975, à Rambouillet, 6 pays les plus riches du monde se réunissent. Ces 6 pays vont devenir très vite 7, avec l'adjonction du Canada l'année suivante. Et puis en 1998, de façon temporaire, ça deviendra le G8 avec la Russie, car, accrochez-vous, on pensait à l'époque que la Russie avançait en marche forcée vers la démocratie. C'était hier. Ça nous rappelle un peu notre conversation sur l'Iran. Oui, tout à fait. L'intégration de la Russie dans le commerce mondial, elle est forcément engendrer une forme de démocratie. Voilà, il faut se méfier de ce genre d'élan. En 2014, avec l'annexion de la Crimée, la Russie est exclue du G8. Jusqu'à aujourd'hui, Donald Trump demande la réintégration de la Russie dans le G8. Donc vous voyez, ça n'est pas rien. Le G7, c'est quand même quelque chose où il se passe des événements importants. Alors comment ça marche? C'est un format très léger, c'est un forum de coordination. Les décisions ont des répercussions mondiales très souvent quand elles interviennent dans les domaines environnementaux, technologiques, les normes ou les prix et les défenses de certains approvisionnements de matières premières. Il n'y a pas de structure permanente, il n'y a même pas de secrétariat permanent. Et il y a quelque chose de très original dans une institution internationale. Il y a une présidence tournante dans un ordre qui est le suivant: France, États-Unis, Royaume-Uni, Allemagne, Japon, Italie, Canada. C'est toujours dans cet ordre-là. Et là, c'est la France. Donc, et pourquoi c'est utile, Christian? C'est utile parce que on peut y aborder des convergences qui ont été établies et des coalitions d'intérêts sur des points cruciaux peuvent en ressortir. J'ai parlé des crises pétrolières, mais il y a aussi sur les transitions économiques essentielles ou sur les transferts de technologie beaucoup de convergences qui ont pu être accomplies. Le bilan est loin d'être nul, même s'il dépasse de très haut les préoccupations des simples citoyens. Mais je reprendrai une formule de... Peut-être qu'on attend trop de ce genre. On attend trop, mais Louis Giscard d'Estaing, le fils de Valéry Giscard d'Estaing, qui est maire de Chamalières, a une formulation intéressante dans le Figaro. Il dit « Il est remarquable que ce format G7 tienne encore le choc depuis sa création. » Et pourquoi il tient le choc ? Parce que, malgré les changements de la mondialisation et de l'économie mondiale, eh bien, nous avons encore des décisions importantes à prendre. Par exemple, et je vous donne 2 exemples, en schéma préalable au sommet, Emmanuel Macron, qui préside donc le G7 au titre de la France, a appelé de façon informelle, virtuelle, ses interlocuteurs du G7 et a décidé la libération et la mise sur le marché d'une partie des stocks stratégiques de pétrole, ce qui a permis quand même de contenir l'explosion des coûts du pétrole. Ça n'est pas rien. Et puis là, on y assiste en ce moment même sur le sujet très chaud de l'Ukraine, non pas que Trump accepte d'accorder davantage d'aide à l'Ukraine, mais il semble tout de même avoir accepté de ne plus soutenir de façon aussi active la Russie. Des décisions sont en cours d'élaboration, suspense jusqu'à demain, mais l'Ukraine pourrait bien profiter de ce G7 déviant et Poutine, à Evian, devra mettre un peu d'eau dans sa vodka. Moi, je crois que c'est surtout la relation personnelle qui s'établit, qui, à ce moment-là, est utile justement en ces temps de mondialisation et d'éloignement. Tout d'un coup, physiquement, les gens sont près les uns des autres, ils se connaissent. Et donc, pour parler de certaines choses, parfois, ça peut faire avancer plus vite des problèmes. Merci à vous 3 pour ces partis pris. Merci à vous de nous avoir suivis.